On connaît tous des histoires d'horreur et des personnages terrifiants. Les classiques Dracula, Jack l'Éventreur ou encore la célèbre comtesse Bathory. Parfois je me demande si ces personnages terrifiants ont réellement existé un jour. Ou si elles ont juste été inventées pour faire flipper les gens. Du coup, j'ai mené ma petite enquête et je vous emmène avec moi. Vous êtes prêts ? Commençons par Elephant Man. Vous savez, cet homme difforme qu'on a tous déjà vu au moins une fois sur une photo d'archive en noir et blanc. Je sais que tout le monde a déjà entendu parler du film, même s'il ne l'a jamais vu. L'histoire de cet homme a l'apparence tellement monstrueuse qu'il en est devenu une bête de foire malgré lui. Dans le film, il est dit qu'il est venu au monde défiguré, car lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, celle-ci fut renversée par un éléphant qui manqua de l'écraser. Cette magnifique histoire lui valut le doux nom d'Elephant Man. Il y en a qui commencent fort dans la vie. Dans ce long métrage, on y voit donc l'homme éléphant exposé dans de multiples foires. Il obéit à son maître qui l'oblige à s'exhiber dans des spectacles humiliants. Cela se passe à Londres en 1884 et à cette époque-là, le public est friand de ce genre de freak show. En fait, à cause de ses difformités, qui faut le dire sont quand même très impressionnantes, on ne le présente pas comme un homme ni comme un animal, mais comme un monstre. I am not an animal. I am a human being. Un beau jour, un chirurgien passe par là et découvre cette anomalie de la nature qu'il considère par ce fait être un idiot congénital. Tout de même peiné par son sort, il décide de l'acheter à son propriétaire pour le sortir de là. Mais il se rend très vite compte qu'Elephant Man est doté d'une intelligence et d'une grande sensibilité, contrairement à ce qu'il pensait. Alors, est-ce que ce film est tiré d'une histoire vraie? L'homme éléphant a-t-il vraiment existé? Et oui, de son vrai nom, Joseph Merrick, vécut en Angleterre pendant l'ère victorienne. C'est lui-même qui expliqua aux gens que sa mère, alors enceinte de lui, avait trébuché et avait manqué de se faire écraser par un éléphant. C'était un jour où la parade d'une ménagerie avait eu lieu dans les rues de sa ville. Il justifia alors ses malformations par cet incident. Ça me paraît un peu gros, mais bon. Surtout que ses difformités évoluaient en même temps qu'il grandissait. Par exemple, vers 21 mois, une excroissance au niveau de sa bouche qui s'apparentait à une petite trompe apparut. D'autres malformations arrivèrent aussi par la suite. Comme dans le film, il passa sa vie à être exhibé dans des cabinets de curiosité et diverses foires. À cause de son physique, il ne pouvait bien évidemment pas garder un emploi, disons, classique. Suite à l'un de ses spectacles, tout comme dans le film, Treves, un grand chirurgien, s'intéressa à son cas. Il n'acheta pas l'homme éléphant, mais il l'emmena dans le bureau de son collège royal de médecine pour l'observer plus en détail. C'est juste horrible. Après ce premier examen, le chirurgien le présenta à la Société de pathologie de Londres comme cas de difformité congénitale. L'homme éléphant continua d'être exhibé en public. Faut dire qu'il était devenu une véritable attraction à lui tout seul, mais pas de bol pour lui. Le dernier impresario qui organisait ses spectacles dans toute l'Europe exploita et dépouilla Elephant Man de tout l'argent qu'il avait gagné grâce à ses shows. C'est le chirurgien Treves qui le sortit de cette mauvaise passe après avoir été alerté par la police de sa triste situation. Grâce à ses contacts, Joseph Merrick put être logé au sein de l'hôpital de Londres où il vécut jusqu'à sa mort, à l'âge de 27 ans seulement. Alors, sa mort est dramatique, mais moi, elle m'a quand même fait sourire. Je vous fais le topo. Le mec, il a vraiment pas de bol. Donc, comment est-il mort? À votre avis, vous ne devinerez jamais. Selon les médecins, Elephant Man avait l'habitude de dormir assis, la tête penchée vers l'avant. Et oui, sa tête était tellement lourde qu'elle risquait de le mettre en danger en le faisant basculer à tout moment. Et c'est ce qui, malheureusement, un jour arriva. Sa trachée fut comprimée par sa tête lourde et difforme qui bascula durant son sommeil. Après la mort de son patient, le docteur Treves fit une autopsie détaillée pour chercher les causes des difformités dont souffrait Elephant Man. L'hypothèse du choc avec un éléphant fut écartée. Des recherches génétiques faites à partir de ses ossements ont permis de comprendre qu'il souffrait en réalité du syndrome de Proté, une maladie génétique qui affecte la croissance des tissus et provoque des déformations. Donc en gros, on le prenait pour un animal, voire un monstre, alors qu'en réalité, Elephant Man présentait un handicap physique lié à sa maladie. Ah, l'ignorance, ça rend les gens tellement bêtes et cruels. Si Elephant Man a existé, pourquoi pas Frankenstein? Et oui, le monstre de Frankenstein a bel et bien existé et son histoire fut adaptée plusieurs fois au cinéma. Bien avant de la voir sur grand écran, sa vie fut romancée dans quelques ouvrages. C'est le savant fou Victor Frankenstein qui donna vie à la célèbre créature, qui en fait dans la plupart des récits ne porte pas de nom. Alors beaucoup font l'amalgame, mais Frankenstein c'est le nom du créateur et non celui du monstre.
Même si c'est vrai que cette confusion est entretenue dans certaines adaptations. Donc comme je le disais, cet être a été créé de toutes pièces par Monsieur Frankenstein qui a bel et bien existé. Comme vous devez le savoir, la créature est constituée d'un ensemble de cadavres qui ont été ensuite ramenés à la vie. Sans blague, vous m'avez cru? Donc non, le monstre de Frankenstein est bien un personnage fictif. Je me moque de vous. On ne sait pas encore ressusciter les morts, à ce que je sache. Ni lui, ni même le savant fou n'ont d'ailleurs réellement existé. Dans le roman original, le jeune savant Victor Frankenstein se pose des questions existentielles sur l'essence même de la vie. C'est alors qu'il eut l'idée de créer un être vivant de toutes pièces. Donc avec des morceaux de cadavres, bien sûr. Quelle idée de génie! Il releva le défi, mais effrayé par l'apparence du monstre à qui il venait de donner vie, il prit la fuite, abandonnant lâchement sa créature. Le monstre tenta de survivre, mais subira le rejet systématique des humains qu'il croisa sur sa route. Il vécut près d'une famille française, les observa avec intérêt et attachement, apprit grâce à eux, tenta de se faire aimer d'eux, mais il finira malheureusement par se faire chasser de celle-ci. Voyant là une vraie raison pour qu'on le déteste vraiment, à la suite de ça, empli de haine et de tristesse, il décida de faire le mal autour de lui. Il commença par vouloir assassiner le frère de Frankenstein. Je ne vous spoil pas la suite, mais je vous conseille de lire l'un des romans ou de regarder l'un des films. Alors, il y a plusieurs versions. Dans le premier roman, celui de Mary Shelley, la créature est intelligente et douée de paroles, utilisant même un langage soutenu. Dans la plupart des adaptations, le monstre est souvent présenté comme une vulgaire brute incapable de parler, à l'intelligence limitée, grognant ou galérant à s'exprimer et à se faire comprendre. Cette anomalie est expliquée dans le premier film par une scène où l'assistant du docteur fait tomber accidentellement le cerveau qu'il devait voler dans un laboratoire pour créer le monstre. On peut alors le voir le remplacer par un autre qui se trouve être un cerveau malade. Seulement quelques films comme Van Helsing le représentent avec une intelligence normale. You have condemned me! Maintenant, connaissez-vous la comtesse Báthory? Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. La comtesse Báthory était une comtesse hongroise de la fin du XVIIIe siècle que l'on nomme couramment Dame Sanglante ou comtesse Dracula. Selon la légende, ce fut la plus grande tueuse en série de l'histoire. On pense qu'elle aurait tué pas moins de 600 jeunes filles, rien que ça. Selon les dires, après les avoir gentiment torturées, elle buvait leur sang, s'y baignait dedans, dans le but que sa beauté et sa jeunesse restent éternelles. Ces rituels pour le moins macabres sont mis en doute par les historiens d'aujourd'hui. Selon eux, si la vanité est considérée comme la seule raison de ces crimes, c'est parce qu'à l'époque, il était inconcevable qu'une femme puisse tuer par pur sadisme. Ces légendes sont largement mises en doute par les historiens modernes, mais elles persistent malgré tout dans les croyances populaires. Entre 1610 et 1611, plus de 300 témoignages sont collectés. D'après les accusations, ses premières victimes furent de jeunes paysannes de la région. La comtesse proposait à ces paysannes de travailler en tant que servantes au sein de son château à Kashtis. Mais la plupart d'entre elles disparurent toutes mystérieusement, ce qui fit grand bruit au village. D'autres jeunes filles issues de la petite noblesse furent aussi victimes de la comtesse Báthory. Celles-ci étaient envoyées au château par leurs propres parents pour apprendre les rudiments de la haute bourgeoisie. D'autres jeunes filles, pour la plupart vierges, furent soi-disant également enlevées par la comtesse et 4 autres de ses complices. Elles furent accusées de séquestration et de sévices sur toutes ces filles avant de finir par les tuer. Le nombre des victimes resta incertain, bien qu'on en compte une centaine entre 1585 et 1610. Selon les nombreux témoignages, Élisabeth les aurait torturées et tuées non seulement dans son château à Kashtis, mais également dans ses 5 autres propriétés privées et même sur le chemin entre ces différents lieux. Lors du procès, des accusations graves d'actes de torture ont été rapportées comme attention, âme sensible s'abstenir, de longs passages à tabac entraînant la mort, des brûlures, des morsures, des mutilations, parfois faites à l'aide d'aiguilles sur le corps des victimes. Lors du jugement, l'un des serviteurs du château parlera d'un carnet dans lequel un total de 650 victimes auraient été répertoriées par Báthory elle-même. Ce carnet n'a été mentionné nulle part ailleurs et n'a jamais été retrouvé. Cependant, ce nombre fait partie de la légende entourant la comtesse Báthory. Son origine noble ne lui permit pas de participer au procès. Oh, c'est dommage. Mais en 1610, elle fut assignée à résidence dans une seule et même pièce de son château jusqu'à sa mort en 1614. Les chefs d'accusation sont cependant discutés avec prudence par les historiens. Il n'y a jamais eu de preuves concrètes à part des témoignages obtenus sous la contrainte et la menace. L'historien Miklós Molnár, spécialiste de la Hongrie, pense que toute cette affaire n'est peut-être qu'un coup monté pour faire main basse sur la fortune de la comtesse Báthory et mettre fin à son pouvoir. Si on suit cette hypothèse, elle aurait été alors victime d'une immense conspiration. Molnár souligne aussi qu'aucun
aucun corps n'a été retrouvé et que la comtesse n'a pas eu la possibilité de se défendre face à ces accusations, il dira, je cite, « Il est possible qu'elle ait commis ces crimes, rien n'est exclu, mais rien n'est prouvé. » L'idée selon laquelle la comtesse se serait baignée dans le sang de ses victimes pour conserver sa jeunesse éternelle n'est pas prouvée et releverait du pur fantasme. Cette accusation n'apparaît dans aucun témoignage et serait inventée de toutes pièces par la romancière Valentine Penrose. Cet auteur surréaliste écrivit sur la comtesse Bathory et s'inspira de la vague vampirique qui faisait fureur dans les romans de son époque. En 1817, les rapports de témoignages retrouvés en 1765 sont publiés pour la première fois, prouvant que les bains de sang n'étaient que légendes. Coupable ou non, cette image sensationnaliste et pour le moins macabre est restée dans l'imaginaire collectif. Cela fit d'elle l'une des comtesses qui marqua le plus les esprits. Victime d'une immense conspiration organisée pour salir sa réputation ou réelle tueuse de jeunes filles, en tout cas, elle emporta le secret dans sa tombe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a une autre histoire dont j'ai souvent entendu parler, celle de la Dame Blanche. Alors je sais pas si ça relève du folklore ou si vraiment la Dame Blanche existe. Alors il y a plusieurs types de Dame Blanche, mais dans la culture populaire, on connaît surtout celle qui fait du stop en petite robe et en pleine nuit sur des routes de campagne bien paumées. Alors dans le scénario le plus courant, il s'agit souvent d'une femme entièrement habillée de blanc qui apparaît la nuit, donc comme on l'a dit, sur les bordures de routes très peu fréquentées. En général, la rencontre et la disparition ont toujours lieu au même endroit. Dans la plupart des témoignages, ceux qui l'ont pris en stop racontent que la Dame Blanche reste muette tout le temps du trajet et qu'elle disparaît brusquement de la voiture, soit à l'approche d'un passage dangereux comme un virage, et à ce moment-là, elle crie de terreur, soit en arrivant à l'adresse demandée. Genre, elle sort de la voiture et elle se volatilise dans les airs. Ce qui est assez troublant, c'est que ce phénomène est connu partout dans le monde et la plupart des récits sont cohérents entre eux. Rien qu'en France, on y recense une trentaine de lieux, dont 297 cas répétitifs pour 75% d'entre eux et qui se produisent la plupart du temps dans les mêmes régions. Peut-être là où les gens se droguent le plus, je dis ça, je dis rien. Par exemple, dans le Calvados, certains témoignages sont quand même très frappants. En les lisant, ça m'a fait froid dans le dos. Les gendarmes rapportent qu'une autostoppeuse apparaît très régulièrement sur la route départementale numéro 7 partant de Caen, donc dans le Calvados, vers Luc-sur-Mer. Elle ferait du stop à l'arrêt de bus situé en face du CHU et lorsque les gens la prendraient en voiture, dès l'entrée à Luc-sur-Mer, la dame se mettrait à paniquer, à crier à l'approche d'un virage dangereux et se volatiliserait. D'après eux, il s'agirait du spectre d'une jeune fille morte accidentellement dans ce virage dans les années 1970. Toujours dans le Calvados, un carrefour dit de l'embranchement est particulièrement dangereux car beaucoup d'accidents tragiques s'y sont passés. Pareil, une très jeune femme a l'habitude de faire du stop à la sortie de ce village en direction de ce carrefour. Elle demande à chaque fois au conducteur d'être déposée chez sa mère qui habite à côté de l'embranchement, se mettrait à paniquer à l'approche du carrefour, puis disparaîtrait une fois celui-ci dépassé. Après enquête, il s'agirait ici du fantôme d'une jeune fille morte au cours d'un accident de voiture dans les années 60. Ces apparitions se font souvent en journée lorsqu'il pleut ou le soir du 20 mars, date d'anniversaire de sa mort. Le phénomène de la Dame Blanche a été répertorié énormément de fois dans le monde, mais est généralement considéré comme appartenant aux légendes urbaines. La plupart des gens qui ont dit l'avoir pris en voiture sont sûrs de ce qu'ils ont vu et d'après les gendarmes, ils sont toujours abasourdis et choqués par ce à quoi ils ont assisté. Ce qui est bizarre, c'est la concordance des récits rapportés alors que les personnes ne se connaissent même pas entre elles. En tout cas, je sais pas vous, mais tout ça donne à réfléchir. J'espère avoir pu vous aider à démêler le vrai du faux sur tous ces mythes et légendes horrifiques dont on a tous entendu parler. Moi en tout cas, j'ai adoré faire mes petites recherches et si ça vous a plu, un petit like, un petit ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre, je vous prépare tout ça. En attendant, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications et de vous abonner si la chaîne vous intéresse.